Bonjour à tous. Paul Rumpé a démissionné de la tête du parti FCBE. C'est la principale information politique à la une des productions des journaux ce matin et la principale actualité aussi depuis hier. Au Bénin, on va en parler notamment lors de nos débats. On va essayer d'analyser quelles peuvent être les raisons pour lesquels Paul Rompé a démissionné et quelle pourrait être la suite de sa carrière politique, lui qui n'a connu que des revers politiques depuis les différentes élections effectuées au Bénin entre 2016 et 2026. On dira deux mots à ce sujet. Lui, le monsieur opposant modéré. Vendredi prochain, ce sera la fête du travail, journée déclarée férié, chômé, payé sur l'ensemble du territoire national. C'est une journée rendez-vous annuel pour les travailleurs et les syndicats. Mais alors, quel est le programme prévu par les syndicalistes à ce sujet et faut-il espérer que la fête se réalise dans les contextes comme les dernières années au Bénin? Question à poser à Kodio Kheli, le secrétaire général de la COSI Bénin. C'est lui notre invité ce matin sur Actu Matin. N'oubliez pas que nous sommes mercredi et que quand on est mercredi, on a toujours Jacques Degbe au téléphone. Avec lui, on va parler de campagne agricole. Le spécialiste des questions économiques Paris sur la campagne agricole 2026-2027. 2027. Ce sera la campagne des records de production, nous a-t-il assuré. En tout cas, on aura ses arguments tout à l'heure. Bienvenue à tous. Je l'ai dit dans mon introduction, la principale actualité politique, c'est cette démission donc, de Paul Rumpet, la tête du parti FCBE. Fraternité en a fait son principal sujet d'information ce matin après avoir validé le processus électoral. Paul Rumpet quitte FCBE pour être mieux positionné dans la nation. Le Sénat comme prochain prochain point de chute. Le journal se pose la question. Patrice Talon et Romuald Wadaï sur le terrain à Ouida, les signes d'une transition active. Et puis les deux personnalités qui scrutent l'état d'avancement des travaux des couvents. Ensemble, gouvernance locale à Boubé-Calavi, sécurité routière, éclairage public, lotissement. Nathanaël Coty passe les priorités communales au crible. Après sa victoire à la présidentielle du 12 avril, la PSFD Bénin adresse ses félicitations à Romuald Wadaï. Nous passons à la nouvelle tribune. Délivrance de casier judiciaire au Bénin. Que se passe-t-il réellement? La boussole, coup de tonnerre à la FCB, Paul Rumpin se retire et ouvre une zone d'incertitude. Le quotidien, les formateurs, fourniture d'eau, des perturbations annoncées. Paul Rumpin quitte la tête du parti FCBE. Nous sommes avec le quotidien le matin, Beach Handball, Lomé 2026, les Amazones du Bénin qualifiées pour la Coupe du Monde. Zagreb 2026. Voici le matinal après l'euphorie de la période électorale. Talon et Wadaï sur le terrain. Politique, Paul Rumpet démissionne du parti FCBE. Voici le potentiel FCBE. Paul Rumpet annonce son retrait et ouvre l'ère des incertitudes. Bénin intelligent, prix du ciment, aucune hausse en usine. D'après le quotidien Libération Bénin Niger, Wada est face au défi d'une crise diplomatique explosive. Le télégramme, le serment reçu par le président de la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, le bureau du Sénat. Il faut que le Sénat soit installé, qu'il ait élu son président au plus tard le 23 mai 2026. C'est l'avis de Jean-Baptiste Elias qui invite ici à faire une correction, notamment dans la Constitution. Bâtiment, spéculation sauvage sur le prix du ciment. D'après Matin Libre, décryptage info, transition au Bénin, Wada se prête progressivement des dossiers et des réalités de la fonction présidentielle. Visa Info, Assemblée générale extraordinaire, 34 associations respectent la mise en conformité. Le journal Le Progrès, transition politique, Talon et Wada en visite conjointe sur les chantiers de
Ouida, voici à Jatia News avec la même actualité. Visite de terrain à Ouida, Talo Wadaye en inspection sur les chantiers touristiques. Le quotidien de la CRA FCBE, le commandant Oukwe saute du navire. L'événement a précis talent reconduit le président élu Wadaye sur le terrain. Fraternité pour la deuxième lecture après avoir validé le processus électoral. Paul Oukwe quitte FCBE pour mieux positionner pour être mieux positionné dans la nation. Le Sénat comme prochaine chute de l'homme. De Patrice Talon et Romuald Douada sur le terrain à Ouida. Les signes d'une transition active, les deux personnalités scrutent l'état d'avancement des travaux des couvents. Gouvernance locale à Bobé, Calavi, sécurité routière, éclairage public, lotissement, Nathaniel Cotipas, les priorités communales au crible. Après sa victoire à la présidentielle du 12 avril, la PSFD Bénin adresse ses félicitations à Romuald Ouadaï. Juste après moi, vous allez suivre le bulletin de l'information. Ce sera justement une présentation en boucle. Mais je vous rappelle que je vais recevoir par ici tout à l'heure le secrétaire général de la COSI Bénin, Kodjo Kheli, avec qui on va discuter des préparatifs liés à la fête du travail. C'est après-demain, vendredi 1er mai au Bénin. Et puis pour les débats, eh ben, on va évoquer cette démission de Paul Roupin de la tête du parti FCBE. Pourquoi est-ce que cela intervient maintenant? Eh bien, on pourra poser la question aux débatteurs qui vont faire leur analyse. Je vous propose maintenant de suivre le bulletin. Dans cette salle, à Cotonou, les acteurs clés de la gestion des projets financés par le Fonds international de développement agricole sont réunis autour d'une même ambition, mieux gérer pour impacter durablement. Pendant 3 jours, coordonnateurs et responsables financiers venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre partagent outils, expériences et bonnes pratiques. Au cœur de ces échanges, la maîtrise des procédures financières, la prévention des risques et l'amélioration de la performance des projets. Au Bénin, comme dans les autres pays de la région, le FIDA attache une importance particulière au renforcement des systèmes de gestion financière. Cela se traduit par appui technique continu, formation ciblée et l'introduction d'outils modernes. La qualité de la gestion financière est un facteur déterminant dans la réussite ou l'échec des projets. Et vous, chers participants, c'est au cœur de ces dispositifs. Dans un environnement où les ressources se font de plus en plus limitées, la rigueur dans la gestion devient un levier essentiel pour garantir l'efficacité des interventions en faveur des communautés rurales. Pour le gouvernement, cette initiative du FIDA vient à point nommé. Le gouvernement du Bénin a fait de l'agriculture un pilier de sa stratégie de développement. Cette ambition ne peut se réaliser sans une gestion saine et efficace des ressources allouées au secteur. C'est pourquoi nous saluons cette initiative du FIDA qui vient renforcer nos capacités et harmoniser nos pratiques. Notre conviction est claire. Il n'y a pas de transformation agricole durable sans discipline financière exemplaire. Au-delà des procédures, c'est une véritable culture de la redevabilité que les participants sont appelés à promouvoir. Car une gestion transparente et responsable des ressources, c'est aussi la garantie d'un impact réel et durable sur les conditions de vie des populations. Le gouvernement béninois, plus que jamais engagé à réduire considérablement le taux de chômage au Bénin. 2394 apprenants sélectionnés pour participer à la formation par apprentissage dual. C'est une initiative qui vise à améliorer la qualité et l'accès à l'enseignement et la formation technique et professionnelle afin de répondre aux besoins du marché du travail. En lançant ce programme, le gouvernement du Bénin agit avec méthode et détermination pour réduire le chômage des jeunes, répondre aux besoins en main-d'œuvre qualifiée et soutenir la compétitivité de notre économie. Les formations portent sur 12 métiers
porteurs, rigoureusement sélectionnés en fonction des priorités nationales et des opportunités d'insertion. La formation professionnelle par apprentissage dual s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet FP2E. Elle est soutenue par plusieurs organismes partenaires, notamment la Banque mondiale. La réussite de cette formation va reposer sur la mobilisation et la responsabilité de chacun. Aux bénéficiaires, soyez assidus, engagés et disciplinés lors de chaque regroupement dans vos centres de formation professionnelle et d'apprentissage. Ces apprentis proviennent de 21 établissements d'enseignement technique et professionnel sur l'ensemble du territoire national. Au terme de cette formation en 2027, chaque apprenant bénéficiera d'un certificat de qualification professionnelle. Des motos tout-terrain et des kits de pièces de rechange. C'est un don de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Ces engins, selon le donateur, permettront aux unités de police de gagner en efficience lors des patrouilles, d'intervenir plus rapidement sur les théâtres d'opération et surtout de renforcer la proximité avec les populations. Aujourd'hui, nous venons de remettre 25 motos tout-terrain à la police républicaine. Comme vous le constatez, notre sous-région ouest-africaine traverse une crise sécuritaire qui ne dit pas son nom. C'est dans ce cadre que la BGF, depuis un certain nombre d'années, inscrit dans son plan de travail annuel l'acquisition de matériel roulant au profit des forces de défense et de sécurité. Pour le compte de l'année 2025, une partie a été remise et ce n'est que le complément qui vient d'être remis à la police républicaine cette fois-ci. Il est prévu également cette année 2026 l'acquisition et l'octroi de 100 motos et tout-terrain qui seront remis aux forces de défense et de sécurité. En réceptionnant ces moyens roulants, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique souligne l'importance de cet équipement qui certainement facilitera aux agents de la police républicaine la traque des réseaux criminels partout où besoin sera. Et je vous félicite pour ce qui vient d'être fait et j'espère que la promesse qui a été faite aussi sera tenue parce que les besoins sont très importants et nous tenons à soutenir ces commissariats-là, surtout ceux qui sont au niveau de nos frontières pour attendre plus d'efficacité. Nous en avons vraiment besoin par rapport à tout ce qui se passe dans la sous-région. Aussitôt reçu, aussitôt transmis, le ministre de l'Intérieur remet les clés des motos aux représentants du directeur général de la police républicaine en formulant le vœu d'une gestion rationnelle mais efficace de ces moyens roulants. Devant une assistance constituée d'élus locaux, d'acteurs de la société civile et de bien d'autres leaders d'opinion, un ballet de communication et des projections sur écran géant montrant l'exploitation qui est faite des enfants dans des carrières ici, dans le département du Koufo. Un enfant, quand il n'est pas à la maison, il doit être à l'école, s'il en a l'âge, ou il est simplement dans un atelier, s'il a l'âge d'être dans un atelier. Mais un enfant seul qui se balade dans un marché, qui va dans une carrière pour se faire de l'argent. Donc nous avons des raisons sérieuses de nous battre. Se battre contre ces déviances comportementales des commerçants et autres promoteurs véreux, c'est le fondement de cette campagne Tolérance Zéro au travail des enfants qui a sa 2e édition cette année. Il nous appartient, nous, acteurs de la protection, de développer un nouveau paradigme, de nouvelles méthodes de travail, de définir des objectifs et des critères, les réaliser et les évaluer. C'est dans la satisfaction de ces exigences que nous donnerons souffle et vie aux enfants du département du Koufo. Des enfants dont les droits ont été défendus contre vents et marées ici l'année dernière et avec des résultats probants. La première édition de la campagne Tolérance Zéro a permis d'effectuer 58 visites d'inspection, de sensibiliser 1852 acteurs, de retirer 337 filles et 667 garçons, de référer au CEGUS, SCPS et à l'ONG CUSO
932 enfants pour leur prise en charge. À tout ceci, il faut ajouter plus de 1000 contrats d'apprentissage visés. Quant aux poursuites pénales, la CAJ affiche 18, a précisé l'autorité. La bataille, a-t-elle conclu, se poursuivra cette année. Est-ce qu'un enfant peut porter encore un autre enfant? Le ton est ainsi donné pour la 5e édition de la traditionnelle croisade contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal ici, dans le département du Mono. Devant des responsables de classe et les apprenants les plus brillants du CG1 Lokossa, un répertoire de communication a été déroulé pour montrer à l'assistance la nécessité de préserver son avenir. Parce que lorsqu'on a une femme, on a un métier qui nous donne de l'argent, ça vous donne du respect, ça vous donne de la notoriété. Et même votre mari vous regarde autrement. Mais lorsque vous êtes une femme qui attendra tout demain de votre mari, eh bien, il fera de vous ce qu'il veut. Cette campagne est initiée ici depuis 5 ans. Et autour d'elle, les orateurs parlent de l'arsenal juridique dressé contre le phénomène de grossesse en milieu scolaire et artisanal. Je vais vous laisser mon numéro. À partir d'aujourd'hui, si un professeur se hasarde à vous faire des yeux doux, ou que vous sentez qu'on vous donne de mauvaises notes parce que vous n'avez pas cédé là, appelez-moi directement, n'appelez personne d'autre. Et vous verrez ce que nous allons faire de ce professeur. Un ancien doyen de la FSA a été condamné à 10 ans de prison parce qu'il a violé cette loi. Donc vous êtes suffisamment protégés. À ce phénomène, les organisateurs ont ajouté cette année la consommation de substances psychotropes. C'est pas parce que je suis en classe d'examen ou bien j'ai raté le premier semestre, au second semestre, je dois veiller. Donc, comme je n'ai pas la capacité de rester en éveil jusqu'à 2 heures, non, il faut que j'aille prendre un excitant pour être plus virulent, pour être plus éveillé, c'est faux. Vous ne faites rien de bon. Ils sont toxiques pour la santé, donc détruisent votre vie, ont-ils lancé aux pensionnaires du CEG1 Lokossa. Un établissement qui a encore fait parler de lui à l'issue du dernier baccalauréat avec 89,73% de taux de réussite. À première vue, une voie comme autant d'autres. Mais ici, à Godomé, à Imevo, dans la commune d'Abou-Mekalavi, cette route bitumée a une identité bien particulière. Baptisée par les populations Voie Talon, elle tire cette appellation d'une proximité supposée avec la famille du président Patrice Talon. Leur famille avait une maison dans la zone et après son élection, cela a rendu la rue populaire. Pour que je puisse indiquer ma maison à quiconque que ce soit, qu'il soit du Bénin ou qu'il vienne d'ailleurs, je lui dis viens à Godomé, tu demandes la Voie Talon. Mais pour les autorités locales, l'histoire est tout autre. Le chef quartier rappelle que cette voie devrait porter le nom de Nobimé, en hommage aux premiers occupants des lieux, une famille fondatrice de Godomé à Imevo. Quand ils sont venus ici, ils étaient à l'aise. C'est pourquoi ils ont donné le nom Aïemitomevo. C'est pas Voie Talon, c'est Voie Nobimé Kamayaba. Et comme la maison de monsieur le colonel Talon Fabien est à l'angle de rue là, tout le monde a situé la voie là comme Voie Talon. Sinon, c'est les Nobimé. On doit dire Nobimé Gamayaba. Au-delà du débat sur son appellation, les habitants s'accordent sur un point essentiel, l'impact de cette infrastructure. Il y a quelques années, cette voie était difficilement praticable, surtout en saison de pluie. Aujourd'hui, elle fluidifie la circulation, facilite l'accès aux habitations, aux commerces et aux services de santé environnants. On côtoyait les déchets avec les risques de glissade. Avant son élection, il avait promis faire la voie et il l'a fait effectivement et tout est propre maintenant. Ça sert maintenant tout le quartier. Pour vous sortir, vous rentrez sur la voie. Vous n'êtes plus comme en difficulté, comme la voie n'était pas bitumée. On avait trop de difficultés dans le quartier.
Qu'on l'appelle voie Talon ou voie Nobimé, cette route s'impose aujourd'hui comme un axe vital pour les populations de Goudomé. À Djougou, les points de rassemblement s'activent. Concession, stade à Djoukouman, les groupes se forment. Dernier préparatif, puis les véhicules affrétés prennent la route. La traversée des villages se transforme en fête. À chaque halte, les tam-tams résonnent et les pas de danse s'enchaînent. Les curieux sortent, applaudissent, vivent l'instant. 2 heures de piste plus tard, Sani, dans l'arrondissement de Barienou, première étape, hommage au roi Bonisidi Djibril. Les tam-tams grondent pour saluer l'autorité. Sur le site de mobilisation, la foule est immense. Ultime étape avant la brousse. Prière collective pour une chasse sans accident. Puis, les consignes s'enchaînent. Nous sommes ici, nous ne sommes pas venus nous battre. C'est un lieu de plaisir pour les chasseurs de la commune de Djougou. Raison pour laquelle nous avions renforcé la sécurité, au moins pour que ça aille dans les normes bien déterminées. Tout est piloté par Boukari Mohamed Al-Hassan, président des chasseurs traditionnels de Djougou. Son mot d'ordre, 0 accident, chasse fructueuse. Vous aviez certainement dû aimer ce reportage de Idrissou Sahabi Idrissou, le correspondant à Natitengo, qui a révélé un peu l'ambiance d'avant la chasse à la battue dans cette région de la Takora, une tradition à plusieurs peuples, notamment du nord du Bénin, que l'on soit dans les culturels Bariba, Dendi et autres. C'est une belle initiative en tout cas. Allez, voici l'actualité des sports. On s'attendait à un festival offensif hier lors de la Champions League. On a été servi au-delà de nos espoirs. Candide Rouetta, bonjour. Oui, bonjour. La manche allée de demi-finale de la Ligue européenne des champions après son envol ce mardi. Une seule rencontre est déjà déroulée. Vous avez commencé par l'introduire, un festival offensif hier entre le Paris Saint-Germain et l'équipe du Bayern de Munich, qui est le PSG affrontait le Bayern de Munich dans un match, il faut le dire, de folie au cours d'une soirée spectaculaire et surtout interminable au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain qui s'impose sur un score de 5-4 devant le club bavarois et rien n'est joué puisque tout reste encore ouvert avant la manche retour dans une semaine. Le Paris a pu compter sur Kvaratskhelia en feu, auteur d'un doublé, Dembélé décisif face à une énorme résistance bavaroise portée par Harry Kane, Michael Olise, Upamecano ou Luis Diaz. Kane a ouvert le score à la 17e minute de jeu sur penalty. Kvaratskhelia a égalisé pour le Paris Saint-Germain 7 minutes plus tard. Neves permet aux Parisiens donc de passer devant la 33e minute de jeu. Michael Olise va remettre les compteurs à égalité à la 41e minute, mais Ousmane Dembélé remet le PSG devant avant donc la pause. 3-2 bien entendu. Au retour des vestiaires, le Paris Saint-Germain creuse l'écart 5-2, mais le Bayern n'avait pas encore dit son dernier mot.
Upamecano à la 65e minute et Luis Diaz 3 minutes plus tard permet donc aux Bavarois de réduire le score et de terminer la rencontre avec un seul but d'écart avant la manche retour. Le PSG qui prend une avance mais pas assez car tout reste à jouer est Tanguy pour cette demi-finale qui oppose les champions en titre au club, bien entendu à leurs homologues bavarois. Tout à fait, on savait déjà qu'on allait avoir droit, je dois dire, à un festin de buts, mais on a été servi, comme je l'ai dit tout à l'heure, au-delà même de nos espérances. Je crois qu'à la pause, on était déjà à 5 buts. Oui, 5 buts. 5 buts déjà pour une première mi-temps. Et si les Parisiens n'avaient pas été malchanceux aussi, et si les Bavarois aussi ne l'avaient pas été, on était au-delà des 12 buts pour l'ensemble de la rencontre. Et pour dire quand même cette capacité des deux équipes à attaquer et à être concret devant les buts, c'est véritablement les deux équipes, en tout cas les mieux nantis en termes donc d'attaque, surtout quand on voit un peu sur le terrain ce que le Bayern positionne avec, je dois dire, une densité offensive à étouffer le Paris Saint-Germain. C'est d'ailleurs ça qui fait même que quand Paris recule et défend bas, Paris est un peu en difficulté. Il faudrait certainement, ma foi, trouver une autre solution à Luis Enrique pour pouvoir justement contenir cette horde rouge bavaroise, notamment quand on sera à l'Alliance Arena, certainement le mercredi prochain. Il faudra aussi trouver le moyen pour l'attaque française de pouvoir contourner cette défense haute aussi. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on en fait un procès au Barça, mais quand on voit un peu le positionnement défensif du Bayern hier, c'était une ligne très haute. Bon, évidemment, on ne peut pas comparer les défenseurs barcelonais aux défenseurs munichois parce que justement, eux, ils avaient la vélocité pour pouvoir, mettons, rattraper un certain Dembélé, par exemple, dans sa course ou un certain Barcola de l'autre côté, etc. Donc, on peut comprendre un peu que cette ligne soit une sorte de couverture pour eux. Upamecano a été quand même assez horrible hier sur son match. Et c'est la première fois depuis avril 2009 qu'on a droit à un match où les deux équipes marquent au moins 4 buts dans une rencontre. La dernière fois, c'était justement en avril 2009 entre l'équipe de Chelsea et Liverpool. Un quart de finale qui s'était terminé par un score nul de 4 buts partout entre les deux équipes. Tout va se jouer à l'Alliance Arena mercredi prochain. Absolument. Je crois que les équipes de football ont compris aujourd'hui que la meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. Je crois que ça a commencé avec le Barça, même si ça a eu quelques difficultés la saison dernière, avec notamment cette élimination face à l'Inter, un petit manque d'attention qui a plombé justement cette équipe-là. Le Real n'a pas encore cette réponse qu'il faut, c'est-à-dire beaucoup de buts pour pouvoir quand même se mettre à l'abri. Et je me demandais si le Real avait passé le cap bavarois, comment est-ce qu'ils allaient se comporter face justement à cette horde française portée par Luis Enrique, parce que hier c'était vraiment pénible. Et à un moment donné, beaucoup se demandaient déjà si c'était l'équipe bavaroise à laquelle on a droit depuis le début de la saison, puisque c'était très pressant côté parisien et les buts venaient de partout. Oui, surtout quand ça a réalisé un 5-2, on s'était dit que c'était déjà plié parce qu'on était déjà autour de 72 minutes de jeu. Mais il me semble que la fatigue a joué un peu sur le Paris Saint-Germain qui a commencé à reculer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand Paris recule, Paris encaisse, surtout avec, mettons, cette densité offensive bavaroise. On avait quand même sur le terrain, mettons, 4 à 6 joueurs qui n'étaient que des attaquants du côté de Bayern. C'est évident que ça allait étouffer la défense. Malgré les différents handicaps du côté bavarois. Tout à fait. Qui était, absolument, le coach qui était obligé d'être dans les tribunes, de ne pas même avoir son téléphone portable pour laisser des consignes. Et cette taquinerie même de Luis Enrique face à lui, je crois, lors de l'interview, qui lui demandait est-ce que c'est bon là-haut de bien regarder le match depuis cette position. Je crois que au match retour, on aura en tout cas un beau spectacle. Oui, un match assez plaisant qui est justement promis pour la manche retour de cette demi-finale entre l'équipe du PSG, équipe championne en titre, et l'équipe bavaroise.
croisent. La deuxième demi-finale aller va se jouer ce mercredi à la même heure, 20h précisément, entre l'équipe de l'Atlético de Madrid et son homologue de l'Arsenal. Une autre rencontre à suivre ce soir à partir de 20h. Tanguy. Allez, on va passer au nôtre maintenant. Oui, avant de passer au nôtre, on va parler de cette affaire qui continue de marquer l'actualité, notamment au plan continental, la CAN 2025, oui, dont la finale n'a pas encore donné son verdict, enfin avec le TAS qui doit livrer son verdict, l'affaire étant désormais portée au TAS. La Fédération royale marocaine a jusqu'au 7 mai prochain pour déposer son mémoire d'appel au tribunal arbitral du sport dans l'affaire qui l'oppose au Sénégal. Le tribunal arbitral du sport, le TAS, qui a officiellement fixé la date limite pour la Fédération royale marocaine de football pour déposer ses contre-arguments. Rappelons que la Fédération sénégalaise avait déposé son recours au TAS depuis le 25 mars dernier et a procédé à la communication de son mémoire d'appel détaillé ce mois d'avril, mais l'instance donne jusqu'au 7 mai au Maroc pour déposer ses contre-arguments. La CAF dispose par ailleurs du même délai pour justifier sa décision. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, l'issue de cette affaire entre les mains du TAS désormais peut prendre plusieurs formes. Le TAS peut soit procéder à la confirmation de la dernière décision de la CAF et le Maroc va rester officiellement champion d'Afrique 2025, soit à l'annulation donc de la décision de la CAF. Et le TAS, bien entendu, si le TAS estime que le forfait n'était pas justifié, le titre pourra donc être rendu au Sénégal où le match pourrait être partiellement rejoué, un scénario qui n'est pas forcément envisageable puisque c'est assez rare pour une finale terminée sur le terrain. Et le dernier scénario possible, c'est bien entendu que le TAS procède à la réduction des sanctions. Le tribunal pourrait donc valider le résultat sur le terrain tout en maintenant des amendes financières contre le Sénégal pour des comportements antisportifs, le comportement notamment de ces joueurs. La CAN U20, on en parle. Pendant que le bras de fer qui se poursuit entre le Maroc et le Sénégal, la CAF désigne le pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Juniors. La prochaine édition donc qui va se tenir au Ghana. La Confédération africaine de football a attribué l'organisation de la prochaine CAN Junior, celle de 2027, donc au pays d'André Ayew. Il s'agit de la deuxième fois que ce pays de l'Afrique de l'Ouest va abriter la compétition après donc une première édition organisée en 1999 au cours de laquelle le pays hôte avait soulevé le trophée devant son public. Ce choix n'a rien d'anodin puisque le Ghana, quadruple champion d'Afrique, possède une tradition solide dans le football des jeunes et a régulièrement contribué à l'émergence des talents de classe mondiale tant sur la scène africaine qu'internationale. Le Ghana occupe aujourd'hui une place unique dans l'histoire du football mondial en étant la première nation africaine à remporter la Coupe du Monde des moins de 20 ans de la FIFA en 2009 et la CAN U20 de la prochaine année, bien entendu celle de 2027, va réunir 12 équipes qui viendront avec les meilleurs jeunes talents du continent pour une compétition qui va d'ailleurs demeurer une étape clé vers le football mondial. Les 4 demi-finalistes de la compétition vont se qualifier pour représenter l'Afrique à la Coupe du Monde U20 de la FIFA, conférant donc une importance supplémentaire à la compétition. Pour rappel, la dernière édition du tournoi s'est tenue en Égypte avec le sacre de l'Afrique du Sud, illustrant donc la compétitivité croissante et la qualité du football des jeunes sur le continent. On va s'intéresser maintenant aux dames. Le tirage au sort de la phase qualificative du tournoi olympique de football féminin de Los Angeles 2028 va se tenir ce mercredi. La Confédération africaine de football va donc procéder au tirage ce mercredi à son siège, bien entendu au Caire en Égypte, à partir de 13h heure béninoise et 12h GMT. 35 sélections nationales sont engagées dans cette campagne qualificative. On a l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, l'équipe de Djibouti, celle de l'Éthiopie, du Kenya, du Rwanda, du Soudan du Sud, du Soudan, de la Tanzanie, de l'Ouganda, de l'Angola, du Botswana, du Comore, du Madagascar, du Malawi, de la Namibie, de l'équipe de Seychelles, celle de l'Afrique du Sud, de la Zambie, du Zimbabwe, de la Guinée, du Mali, du Sénégal,
du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et l'île Maurice y compris. La compétition va se dérouler en 5 tours qualificatifs. À l'issue donc de ce parcours, les 2 sélections finalistes vont décrocher leur qualification pour représenter la zone CAF au tournoi olympique de football féminin de Los Angeles 2028 prévu du 11 au 28 juillet 2028. Rappelons qu'à Paris en 2024, pour le compte des Jeux Olympiques de Paris de cette année-là, 2024 notamment, il y avait le Nigeria et la Zambie qui ont eu à défendre les couleurs du continent. Allez, on va changer de discipline ce matin, parler maintenant de sport mécanique. La première étape du Tour cycliste international du Bénin qui s'est déroulée ce mardi à Zanyando à Savet pour une distance de 126 km. À l'arrivée, le maillot jaune change d'épaule, mais par d'équipe, puisque le vainqueur de cette première étape est de la team Bike ID de l'Allemagne. Au terme de la première étape de ce 21e Tour cycliste international du Bénin, très serré et disputé, c'est Bolo Vosik Christian qui a remporté le maillot jaune. Maillot Alessandre de l'île Maurice, vainqueur du maillot du premier des Africains, et Gloria Tsaizonou du Bénin qui s'est offert le maillot au classement du premier des Béninois. La deuxième étape va se dérouler ce matin même, qui quitte notamment Ndali Pouchaourou, mais qui va prendre part Bétérou. Elle est longue de 155,72 km. Allez, on va s'intéresser maintenant au sport de combat. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de boxe a procédé lundi à l'installation des membres de la commission électorale devant conduire les travaux préparatoires jusqu'à l'élection et au renouvellement du comité exécutif de la fédération, en prélude donc à l'Assemblée générale élective du 25 juillet 2026. Pierre-Léon Narenvi et son équipe ont procédé lundi dernier à l'installation de la commission électorale. La cérémonie a eu lieu au siège de la Fédération béninoise de boxe lundi devant plusieurs acteurs du noble art béninois. À quelques mois de l'Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de boxe, l'actuel comité exécutif opte pour une équipe de juristes pour conduire les travaux de la commission électorale jusqu'à l'élection de la nouvelle équipe dirigeante. 3 membres pour une commission présidée par le magistrat Apollinaire Dassi, conseiller à la Cour d'appel de Cotonou. Il sera assisté de 2 membres, dont un vice-président et un rapporteur, tous hommes de droit. Je voudrais particulièrement remercier le président de la Fédération de la boxe et les membres de son comité exécutif ici présents pour la confiance placée en nous pour la conduite du processus électoral devant aboutir à l'élection très prochainement, à savoir le 25 juillet 2026, du nouveau comité exécutif du noble art. Officiellement installée, la commission aura la charge de garantir la transparence et la crédibilité du processus en veillant à la stricte conformité du processus électoral et en assurant l'égalité du traitement des candidats. Elle aura à exercer ses fonctions en toute indépendance avec neutralité, impartialité et confidentialité. Et pour l'accomplissement de sa mission, tout l'appui administratif nécessaire est mis à sa disposition. Je vous invite à agir avec rigueur, impartialité et sens élevé de responsabilité. J'en appelle par ailleurs à la responsabilité de l'ensemble des acteurs de la famille de la boxe béninoise. Le respect des règles, la discipline et le sens de l'intérêt supérieur de la fédération doivent prévaloir à toutes les étapes de ce processus. À travers l'installation officielle de la commission électorale, la Fédération béninoise de boxe pose les bases d'un processus électoral transparent et conforme aux normes nationales et internationales en vue du renouvellement de ses instances dirigeantes. Les regards sont désormais tournés vers cet organe dont les décisions s'imposeront à toute la famille du noble art béninois, sauf recours, exercé conformément aux tests en vigueur.
D'un sport de combat à un autre, 5 judokas béninois ont défendu la couleur nationale à l'occasion de l'édition 2026 des championnats d'Afrique de judo. Il s'agit donc de Amoussa Faissou dans la catégorie des moins de 60 kg, Diotou présence au niveau des moins de 66 kg. Il y avait également Jaurès Ondeton dans la catégorie des moins de 113 kg, Pamphile Atoyon chez les moins de 81 kg, Paco Mouatino au niveau des moins de 100 kg, puis les internationaux Valentin Winator au niveau des moins de 81 kg, puis Fleury Kemian, moins de 90 kg sur les tatamis kenyans. Le Bénin repasse en médaille, mais avec de précieux enseignements tout au long de la compétition. Les représentants béninois ont fait face à une concurrence de haute facture avec générosité dans l'effort, mais sur les tatamis à Nairobi, les cas de niveau avec les grandes nations africaines de judo s'est fait ressentir notamment dans la gestion des combats clés et l'efficacité dans les moments décisifs. Même s'ils n'ont pu s'offrir de médailles, la prestation de certains d'entre eux ont été empreintes d'engagement, de combativité et d'une réelle capacité à rivaliser avec des adversaires mieux classés, mais le manque d'expérience à ce niveau et certains détails techniques et tactiques leur ont fait défaut. Une nouvelle expérience à capitaliser en vue de mieux aborder les prochaines échéances avec en ligne de mire de remettre le Bénin au devant de la scène continentale et internationale de judo. Allez, dans le cadre de sa mise en conformité relative donc à la loi en vigueur relative aux associations, fondations et fondations République donc du Bénin, la famille du judo béninois était en assemblée générale extraordinaire ce mardi, une assise nationale à laquelle les différents acteurs du judo béninois ont activement préparé pour mettre en conformité les tests de leur fêtier avec la nouvelle loi en vigueur pour les associations. Une assise fructueuse à l'issue de laquelle ils ont intégré les 14 mentions dont fait la nouvelle loi de leur test. Ça s'est passé dans une ambiance bonne enfance. Il n'y a pas eu d'accrochage et je crois qu'il y a eu une convergence de points de vue dans l'ensemble, surtout sur les points qui ont été évoqués. La fédération amorcera son développement puisqu'il y a des objectifs qui sont fixés. Et quand on se fixe des objectifs, il faut se donner les moyens de les atteindre. Donc, forcément, avec la nouvelle loi promulguée, les tests qualité, nécessairement, nous n'irons que de la. Nous avons parcouru, nous avons intégré les 14 mentions dont à faire la loi. Nous avons intégré dans nos tests et cela a été adopté ce jour. C'est le bureau actuel, le bureau qui continue. Ce comité-là, c'est ce comité-là qui continue de diriger jusqu'à la fin du mandat en cours. Alors, c'est à partir de 2027 que nous allons commencer par intégrer dans nos habitudes les quelques dispositions que nous avons en attendant le chapitre des élections en 2029. À la famille du judo, je dirais d'abord un grand merci aux congressistes, à tous ceux qui ont répondu présents à cette assemblée générale extraordinaire d'adoption de nos tests. Grâce à eux, nous avons adopté ces tests-là. Sans eux, on ne pouvait pas. Alors, le reste, c'est de dire à l'ensemble de revenir à la maison, d'assister le bureau en place afin que nous puissions vraiment faire la promotion de notre art que nous aimons. Allez, Tanguy, ça sera tout pour les sports ce matin. Merci beaucoup à vous, Candide, pour la présentation de l'actualité des sports ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci, pareil à vous. Mesdames et messieurs, dans la suite d'Actu Matin, je vous rappelle qu'on aura à discuter de cette actualité politique lors de nos débats. Il s'agit justement de la démission de Paul Rompé de la tête du parti la France Collée pour un Bénin émergent. On dira deux mots sur les causes possibles de ce choix au lendemain donc de la présidentielle de 2026. Je vous rappelle que la revue de presse viendra boucler ce numéro de votre matinale qui va revenir certainement sur cette actualité parce que les quotidiens en ont parlé de long en large. Ce sera donc dans les environs de 9h. Avant tout cela, il y a aussi le rendez-vous économie à suivre avec Jacques Dégbé notamment qui sera tout à l'heure au téléphone avec nous. Avec lui, on va discuter un peu de la campagne agricole qui s'annonce 2026-2027. Il a des éléments qui présagent d'une bonne campagne, notamment de production record. En tout cas, il va exposer
ses arguments tout à l'heure. Avant tout cela, voici mon invité de ce matin. Mon invité ce matin, c'est Kojo Henli, il est secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin. Monsieur Henli, bonjour. Bonjour, monsieur Agoy. Bienvenue sur Actu Matin. Merci d'être là avec vous. J'évoque un peu ce matin la situation des travailleurs du Bénin. C'est à l'occasion justement de la fête du 1er mai à célébrer après-demain. Vendredi, c'est donc la fête. Je connais déjà la réponse que vous allez me proposer, mais je vais vous poser quand même ma question. Comment va le travailleur béninois? Merci, monsieur Tanguy. Et je salue les fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Canal 3 Bénin qui nous suivent à l'instant même. Je pense que pour répondre à votre question, il faut dire le travailleur béninois n'est pas au beau fixe de sa forme. Pourquoi? Il ne se porte pas très bien, et pas pour dire non plus qu'il va très mal. Mais il y a des situations qui font que le travailleur béninois ne se porte pas très bien. Il ne se porte pas très bien parce que, figurez-vous, nous sommes dans un État de droit, État démocratique, où les libertés d'aller et venir, de revendiquer sont reconnues. Mais cette liberté, l'exercice de cette liberté, surtout les libertés syndicales, le droit à la négociation, à des négociations respectueuses et constructives, le travail béninois n'en a pas droit. Il n'en a pas droit parce que les négociations sont devenues, le dialogue social est devenu dans notre pays, entre griffes, un machin qui ne produit réellement pas les résultats attendus, qui ne produit pas de résultats. Les problèmes sont là, on en discute, on propose des solutions, mais pratiquement... Est-ce que ce n'était pas par le passé des occasions d'exhibition et surtout de haine contre les responsables politico-administratifs de notre pays, de one-man show aussi des organisations syndicales plutôt que des séances véritablement qui abordent les questions de façon pratique? Mais de par le passé, si nous allons un peu derrière, il y a quand même eu des problèmes importants, très importants, qui ont trouvé leur solution au cours des discussions en commission. Mais depuis quelques années, pratiquement, on fait le dialogue, mais c'est pratiquement du dilatoire. Et personne n'a vraiment le pouvoir de décider et de dire oui, ceci, on peut régler ça, on prend ça en compte. Et pratiquement, il n'y a pas ça. Oui, mais il y a quand même eu des éléments qui ont trouvé solution, en dépit de l'état actuel des discussions, des négociations. Les éléments qui ont trouvé des solutions, je crois que les revendications sont là. Et un beau matin, je crois, il y a quelques années, et on attend que le chef de l'État invite les syndicalistes pour les informer. Ce n'est pas négociation. C'est information, il vous invite, il vous informe. Bon, voilà ce que moi je veux faire. Vous discutez, mais c'est ce qu'il veut faire. Il est fait. Ça, ce n'est pas négociation, ce n'est pas ça qu'on appelle dialogue social. Le dialogue social, c'est que les acteurs, on les connaît, ils s'asseyent selon des principes donnés et ils prennent les sujets qui sont sur le tapis, ils en débattent, ils adoptent des solutions consensuelles qu'ils mettent en œuvre. Mais nous nous sommes retrouvés dans un cas de dialogue où vous débattez sans solution et un jour, celui ou celui dont les représentants discutent avec vous décide de ce qui lui plaît. Oui, mais l'État fait en fonction de ses moyens. Nous ne refusons pas, mais discutons, puisque l'État se définit comme nous tous. Et donc, ça veut dire que ce sont nos moyens. Il est vrai, il y a un chef qui conduit l'État. Donc, et pour ce genre de situation, nous disons que le travailleur béninois ne se porte pas très bien. Il ne se porte pas très bien. Et il nous faut des efforts de toutes parts, que ce soit responsables syndicaux ou gouvernants. Il nous faut faire des efforts pour
aider le travailleur béninois à aller mieux. Depuis 2016, le travailleur a vu quand même, d'une manière ou d'une autre, sa condition un peu évoluer. Vous avez eu beaucoup de choses positives obtenues, en dépit de ce contexte du dialogue social, obtenu de la part du gouvernement béninois. Je veux parler du statut salaire, par exemple, je veux parler de l'augmentation du SMIC, je veux parler des conditions qu'on a faites à ceux qu'on a appelés les AME, etc. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été améliorées en dépit du dialogue. Ça veut dire que le problème, fondamentalement, ce n'est pas le dialogue, c'est l'acte que pose le dirigeant. Non, justement, c'est... Il me semble que ce que vous appelez amélioration, oui, qui réellement n'est pas fondé sur des données scientifiques. Je veux dire, sur salaire accordé, encore que ce n'est pas toutes les catégories qui ont été touchées. Et sur salaire accordé qui permet au travail d'avoir un peu plus. Un bonus, un peu plus d'argent. Au même moment, l'inflation sur le terrain, les tasses sont telles que même ce qu'on croit avoir donné aux travailleurs, c'est qu'on l'a repris d'une autre manière. C'est pourquoi nous, de plus en plus, on a commencé par dire augmentation du salaire, d'accord, mais il faut d'abord maîtriser le marché. Si le gouvernement ne fait rien pour que les prix soient stabilisés sur le marché, on peut même multiplier par 200 et par 100 le salaire. Le travailleur ne va pas constater une amélioration. Mais vous en avez discuté avec, je crois, les autres acteurs du monde du marché du travail, notamment à l'occasion de cette rencontre initiée par le Conseil économique et social sur l'état du panier de la ménagère. Quelles étaient vos conclusions et comment, à quoi est-ce que ces conclusions ont servi jusque-là? Non, nous pensons que, il est vrai, nous on a fait des suggestions. Quelles suggestions? Entre autres suggestions, par exemple, la COSI a trouvé que, et c'est vrai, l'augmentation du salaire seul ne suffit pas. Oui. Mais il y a aussi d'autres solutions qui ont montré un peu leurs limites. Et je prends par exemple, il y a quelques années, nous avons demandé, il y avait la cherté était à un point où nous avons demandé au gouvernement, il faut que les exportations systématiques des produits vivriers soient interdites. Ce qui est fait. Ce qui est fait, mais qui a aussi montré une autre face de la situation. Laquelle? Les producteurs se sont peinés pour produire suffisamment, mais les produits, parce qu'ils ne peuvent pas exporter, se retrouvent à des coûts tellement bas que le producteur même peine à rentrer dans ses coûts de production. Vous devrez être heureux, vous travailleurs, d'accéder au kilo du maïs, par exemple, à 100 francs, 125 francs, au lieu de 200, 250, 300, comme par le passé. Mais de l'autre côté, le producteur, c'est aussi un travailleur. Nous avons des syndicats d'agriculteurs, de producteurs. Et donc, sur cette situation, par exemple, nous ramène vers une proposition qui a été entre-temps laissée tomber. Les trucs de boutique témoin. C'est ça. Où, au moment où nous sommes en période d'abondance, le gouvernement rachète, stocke, et au moment où on se retrouve en période de soudure, il met sur le marché pour stabiliser les prix. Donc, nous ne disons pas forcément qu'il faut retourner à l'expérience des boutiques témoins, puisque le gouvernement en place estime que ça a été une occasion de gabegie. Une occasion de gabegie, de grande gabegie. Donc, nous estimons qu'il faut que le gouvernement, ensemble avec nous, qu'on puisse réfléchir à mettre en place un nouveau mécanisme qui permet aux producteurs de ne pas être écrasés, d'avoir toujours la possibilité de continuer la production et au même moment que les prix soient maîtrisés sur le terrain pour que le travailleur qui, lui, n'est pas producteur, puisse aussi accéder à ces produits de première nécessité à des coûts accessibles. Tout à fait. Et là, nous nous demandons, est-ce que le gouvernement ne peut pas prendre puisqu'il y a des produits dont le gouvernement a le monopole,
Ça, on le sait tous. Est-ce que le gouvernement ne va pas fonctionner un peu de la même manière, mais en ayant le souci du social en allant dans certains secteurs, comme le maïs, le haricot, et les dérivés du manioc et autres. Donc actuellement, c'est le débat que nous... C'est ce que nous on propose, qu'il faut qu'on discute avec les producteurs, consommateurs, gouvernants, tout le monde, pour aller vers des solutions consensuelles. Le travail béninois ne se porte pas bien parce que, je le dis toujours, le droit du travail au Bénin a été relu. Il est vrai, il n'était pas parfait. Il a besoin d'être relu. Et nous retrouvons dans un contexte où un travailleur licencié, même s'il a droit, même s'il a raison, je veux dire, même si tout prouve qu'il a été injustement abusé, c'est qu'on lui dit, tu es licencié, le licenciement est consommé. Oui, mais l'argument du gouvernement est quand même assez intéressant là-dessus. Le gouvernement dit qu'on abuse de toi ou pas. Dès lors que tu es compétent, tu évites quand même, je dois dire, la case chômage, la case sous-emploi ou exploitation, mettons hors conditions normales. Ce qui fait que même le travailleur, quand il est renvoyé quelque part, il a la chance, s'il est performant, d'être recruté ailleurs. Oui, mais avant qu'il ne soit recruté ailleurs, il y a forcément un temps mort, puisqu'il n'avait pas planifié. Et une autre entreprise n'avait pas planifié le recrutement de cette compétence. Il y a un préavis qui tombe sur la table 3 mois avant. Non, mais lorsqu'on parle même d'abusif, c'est qu'on peut se lever et lui dire même... Du jour au lendemain, bon écoute, et même le gouvernement lui-même a mis les gens à la retraite en intervalle de quelques jours. Donc, lorsque le droit de travail est devenu celui-là, ça pose problème. Le travailleur ne vit pas, il vit anxieux tout le temps. Stressé parce qu'on peut se lever à tout moment. On a eu droit des travailleurs, notamment de la fonction publique et même parfois dans le privé, qui donnent l'impression d'être, je dois dire, inamovibles, intouchables, parce que certainement on leur a signé des contrats à durée indéterminée ou qu'ils sont agents permanents de l'État, de sorte qu'ils se permettent des abus comme l'absentéisme, la médiocrité, le manque de résultats, etc. Et un État qui veut avancer ne peut pas fonctionner avec ce prototype de travailleurs. Nous sommes totalement d'accord qu'il faut que les travailleurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, le 1er mai prochain, l'une des thématiques que nous abordons avec les travailleurs, c'est leur devoir vis-à-vis de l'entreprise. Et nous, on invite tout le temps le travailleur à considérer l'entreprise comme sa propriété, puisque le travailleur n'existe pas sans l'entreprise. Est-ce que vous l'évaluez sur le terrain? Le syndicat doit aussi faire ça. Bon, peut-être qu'on va y penser. On n'a pas mis en place un mécanisme d'évaluation de comment les travailleurs mettent en œuvre et ces enseignements que nous leur donnons. Et donc, les travailleurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, puisque tous ceux qui sont victimes de licenciements abusifs ne sont pas forcément des travailleurs qui font mal. Mais le patron, excusez-moi... Il a le droit de vie et de mort sur son employé. Sur son employé. Oui. Ce qui n'est pas bon. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire. Et même au tribunal, on dit, bon, le patron a mal fait. Le juge n'a pas le droit de lui demander de reprendre. Or, cette possibilité qui est donnée au patron de licencier sans appel, sans être obligé à reprendre, c'est que c'est un boulevard qu'ils ont pour faire du travailleur ce qu'il veut. Il est vrai, tous les patrons ne sont pas comme ça. Il y a des patrons qui sont vertueux, mais il y en a aussi qui abusent de cette possibilité que la loi leur donne. L'objectif, c'est de sauver l'entreprise et l'emploi plutôt que de surprotéger le travailleur. Je suis totalement d'accord, et non plus donner des pouvoirs excessifs au patron. Il faut que le jeu soit équilibré pour permettre que le vivre ensemble du patron et des employés
puisse bien se passer. Généralement, quand on parle des conditions du travailleur, on ne voit que son salaire, on ne voit que l'inflation, la difficulté qu'il a à aller chercher de quoi se nourrir sur le marché. Mais le gouvernement a un autre argument sur la table. Les infrastructures socio-communautaires, les conditions qu'on a changées, les hôpitaux qui sont accessibles, les routes qui sont de plus en plus bitumées, etc. Ce sont des conditions qui allègent, je dois dire, le quotidien du travailleur et qui lui permettent de ne plus avoir à trop dépenser dans son quotidien pour vivre, mais plutôt à être, je dois dire, servi, au guichet des services sociaux de base. Merci, M. Tanguy. Et je pense que c'est un ensemble de situations qui méritent d'être intégrées pour vraiment évaluer. Okay. Je prends les nouveaux marchés construits. Par exemple. Bon, théoriquement, c'est que ça... C'est des conditions améliorées. Des conditions améliorées. Plus protégées. La bonne dame, la plus de... Plus d'hygiène. Plus d'hygiène, de la sécurité aussi. Mais il y a le coût qui suit, qui pose problème à nos femmes qui sont au marché. Celles qui sont avec la COSI, pour ce 1er mai, dans les revendications, c'est le problème qu'elles ont posé. Que c'est le droit de place, les taxes, que c'est trop élevé. Elles ne peuvent pas s'en sortir. Et lorsque le droit de place est élevé pour la vendeuse, la commerçante, soyons sûrs. Ça va se répercuter sur le pouvoir d'achat. Déjà. Donc, c'est pourquoi, moi je dis, c'est un ensemble de facteurs qui méritent d'être intégrés pour des analyses objectives afin que le gouvernement puisse faire des options qui tiennent réellement compte des conditions sociales dans le pays. Oui. Sinon, à un moment donné, Cotonou risque de devenir une ville où n'importe qui ne peut vivre. Oui, la ville n'est pas faite pour n'importe qui et pour tout le monde. Mais on ne nous avait jamais dit que Cotonou est pour une catégorie de citoyens donnés. Oui, mais tous ceux qui ont des activités dedans doivent pouvoir y vivre. Les villes ne sont pas officiellement pour tout le monde. Un cultivateur, par exemple, ne peut pas venir s'installer à Cotonou alors que son activité principale, c'est de labourer la terre. Non, il n'a rien à y voir. Ils sont même nombreux à ne même pas aimer Cotonou. Oui. Mais ceux qui y sont, oui. Même les bonnes dames qui sont au marché, avec les coûts de place, tout ce qui accompagne, les marchés, ils sont bien construits. Hein? Et lorsqu'on voit, on sait que non, ça... On a changé. Quelque chose a changé. Oui. Mais à côté, ça pèse lourd sur le pauvre travailleur, que sont les bonnes dames du marché et ceux qui viennent s'approvisionner. Je pense que c'est des conditions qui méritent d'être revues pour aider vraiment le bas peuple à tenir le coup. Il y avait une tradition, hein, monsieur le secrétaire général, que nous avons perdu de vue progressivement avec le temps, la remise des cahiers de doléances lors de la cérémonie avec le ministre du Travail. Aujourd'hui, c'est comme une formalité qu'on a oubliée. D'ailleurs, vous aviez commencé à boycotter le rendez-vous, on va dire au moins pour la bonne santé des caisses, parce que c'était l'occasion où on mangeait et on buvait, sans forcément que quelque chose change dans la vie du travailleur. Merci. Je crois que par le passé, les confédérations syndicales avaient décidé de boycotter, à plusieurs reprises d'ailleurs, un certain nombre de rendez-vous. Depuis que moi je suis élu, où je conduis la COSI Bénin, je n'ai pas boycotté de rendez-vous, parce que je me suis dit, avec mon bureau, que quelle que soit la restriction des libertés syndicales, lorsque une petite possibilité nous est donnée pour exprimer les préoccupations des travailleurs, nous devons la saisir. Et donc, moi, je n'ai jamais boycotté. Je peux être absent peut-être pour d'autres raisons. Si je ne suis pas au pays, il y a d'autres occupations. Je peux être absent, mais toutes les fois que je suis invité, je réponds. Que ce soit au débat budgétaire, à la conférence budgétaire, à l'Assemblée nationale, ou tous ceux pour lesquels on m'invite, je réponds. Mais la tradition du 1er mai, est-ce que ça a la changé tradition quelque chose? Du 1er mai, c'est que à un moment donné, les malcompréhensions ont atteint un niveau où ça ne se faisait plus. Mais ce n'est pas pour autant
que le ministère du Travail, a cessé de saisir les confédérations syndicales pour leur demander de le faire parvenir leur cahier de doléances. Oui. Même cette année, nous l'avons fait l'année dernière, cette année nous l'avions encore fait. Et c'est quoi la principale doléance dans votre cahier, vous? Non, la principale doléance que nous avons et que nous avons rendue publique depuis un bon moment, même dont nous avons discuté avec les candidats à l'élection présidentielle, c'est la question de liberté démocratique et syndicale. C'est des questions de dialogue. Les deux axes. C'est les deux axes principaux que nous avons abordés parce que nous estimons que sans liberté réelle, parce qu'on nous dira que nous avons la liberté d'aller et venir, puisque moi, personne ne m'a interpellé aujourd'hui, même si j'avais été interpellé il y a une vingtaine de mois en arrière, juste pour avoir voulu marcher, manifester et dire qu'il y a cherté de la vie. Puis nous avait interpellé et puis nous a relâché après. Ce ne sont pas ces interpellations, ces arrestations au cours des activités syndicales ordinaires ne sont pas de nature à donner une bonne image de notre pays. Mais ça intervient très fréquemment et tous les ans presque, on se demande si le 1er mai prochain, si ça ne va pas encore avoir lieu. De toute façon, vous ne serez pas dans les rues. Il est vrai que la COSI... Parce que les négociations ne se font pas dans les rues. Non, la COSI, ce n'est pas parce que les négociations ne se font pas dans les rues, mais parce que la COSI, depuis un certain nombre d'années, s'est donné une autre vision de la situation. Au lieu d'être dans la rue, la COSI se rend dans une entreprise où elle fête avec les travailleurs, et on joue, et on danse, on mange, et puis on s'éduque aussi, puisqu'on fait souvent des communications sur les comportements qu'il faut avoir en tant que travailleur, ce qu'il ne faut pas avoir, ce qu'il ne faut pas faire en tant que travailleur. On s'éduque aussi à cette occasion. Donc la COSI Bénin ne sera pas dans la rue le 1er mai prochain, mais rien ne l'empêche d'être dans les rues le 1er mai 2027. L'essentiel est que ce soit la décision du bureau de la COSI Bénin, des instances de décision de la COSI Bénin, et puis on met en œuvre. Qu'est-ce qui va se passer le 1er mai à la COSI Bénin? Non, à la COSI Bénin, le 1er mai se fêtera hors de Cotonou, et quelque part dans l'Atlantique, avec les travailleurs, pour, aborder un certain nombre de sujets, dont les devoirs. De plus en plus, nous parlons des devoirs parce que les droits semblent être ce qui accroche tout le monde. Donc, pour parler des devoirs, nous avons certaines autorités qui viendront donner des communications. On fait du sport le matin, on joue, il y a des jeux divers, on mange, on danse. Disons que c'est la fête. Voilà, c'est ce que nous avons prévu, et essentiellement pour le 1er mai. C'est ça. Voilà. Un mot pour finir. Pour finir, je vais inviter les travailleurs béninois, toutes tendances confondues, toutes catégories socio-professionnelles confondues, et à garder l'espoir, à être optimiste, que tout n'est pas perdu. Même si on a perdu quelque chose, c'est qu'il y a encore la possibilité d'aller de l'avant, de se construire en tant que travailleur et de grandir dans sa profession. Et donc, les inviter aussi à garder toute leur combativité, parce que de ça aussi, nous avons besoin pour aller de l'avant. Tout ne se gagne pas. Sinon, pour la plupart du temps, les droits ne se donnent pas, il faut les arracher. Donc, il nous faut aussi garder cette combativité pour, en son temps, prendre les taureaux par les cornes pour nous faire entendre. Kojo Henry, merci beaucoup d'être passé sur Actu Matin. Et c'est moi. Très bonne journée à vous. Merci. Et bonne fête par anticipation. Merci et pareil à vous, étant donné que vous êtes travailleur. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous rappelle qu'on aura tout à l'heure nos débats autour donc, de la démission de Paul Rompé, mais avant, Jacques Deguy est déjà en ligne. Avec lui, on va parler
de la production agricole pour la campagne 2026-2027. Je l'ai annoncé au début de cette émission, un autre spécialiste économie a quelques éléments qui lui disent apparemment que la campagne sera très très bonne. Voici Économie de ce matin. Campagne agricole 2026-2027, le top est lancé officiellement le jeudi dernier. On était le 23 avril 2026 à Komiguia. Nous sommes là, dans la commune de Ndali. C'était à la faveur d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Agriculture, comme on pouvait s'y attendre, Gaston Kossidossoui, qui a connu aussi la présence des acteurs du monde agricole. Et pour cette nouvelle campagne qui s'annonce, Jacques, le gouvernement vise gros. Des rendements records sont annoncés dans les différentes filières agricoles. Oui, vous savez, c'est le secteur où le Bénin a enregistré les performances remarquables de ces dernières années. Les chiffres et rapports sont là pour le confirmer. Champion dans la production cotonnière depuis minimum 5 ans avec un rendement record de 728 000 tonnes en 2020-2021, deuxième pays de l'espace UEMOA en matière de production ouvrière en 2023. Le Bénin a fait un progrès de 66% sur la décennie 2015-2024 et est classé premier pays dans l'espace CEDEAO, une cinquième nation africaine affichant une agriculture performante. Et là, je vous ai parlé des détails de la campagne où des hausses considérables ont été enregistrées dans toutes les filières. Et comme vous pouvez vous en douter, Tanguy, il faut surtout pas compter sur le régime talent pour s'auto-satisfaire de cette performance et aller dormir sous ses lauriers. Bien au contraire, tous les acteurs du monde agricole visent toujours plus haut. Les couloirs militaires de l'agriculture à Cotonou, au coton-culteur de Banikwara en passant par le producteur Canada, l'objectif reste le même, fait tomber tous les records et cette dynamique positive dans le monde agricole. J'en étais moi-même témoin, je l'ai au centre Sinaï Inter, une ferme agricole de l'Évane située à Komiguia dans la commune de Ndari, où, vous l'avez dit, a eu lieu le lancement de la campagne agricole 2026-2027, une campagne au cours de laquelle le ministre de l'Agriculture annonce encore une fois des rendements records un peu composités. Nous l'avons encore vu malgré les performances déjà enregistrées. Gaston Kossidossoui a déclaré au cours de cette cérémonie que la production céréalière connaîtra une augmentation de 16%, passant de 3 400 000 à 3 500 000 tonnes. Quant aux racines et tubercules, ils atteindront 9 460 000 tonnes, soit 17% de progression. Les légumineuses, soya, haricot, arachide, ranjou, etc. ne seront pas du reste avec une hausse de production de 7% attendue. La production en légumes feuilles connaîtra une hausse de 46% et celle en légumes feuilles de 12% face à notre produit, c'est-à-dire le coton. Eh bien, les acceptables, c'est une production qui va osciller entre 700 et 800 000 tonnes. L'ananas va franchir le cap de 500 000 tonnes. La production de l'ananas va dépasser les 250 000 tonnes. On n'oublie pas le secteur animal où la production de viande devrait connaître un accroissement de 8% et celle des 14%, tandis que la production halieutique, la pêche, donc, va aussi au moins progresser de 5%. Bref, c'est-à-dire qu'on n'aura pas fait, on peut être sûr, on peut être rassuré qu'on n'aura pas fait au cours de cette année 2026-2027 et en termes de production agricole, la campagne 2026-2027 promet, nous journalistes peut-être nous apprêter à écrire beaucoup d'articles et à réaliser des reportages pour évoquer les nouvelles performances agricoles. On dit souvent, Jacques, que qui va loin ménage sa monture. J'espère véritablement que des conditions pratiques et des dispositions ont été prises pour justement atteindre ces objectifs visés. Oui, on peut le dire, Tanguy, les nombreuses politiques existantes depuis 2016 vont être renforcées, vont être boostées pour cette nouvelle campagne. Et là, je parle de contrôle du
Gaston Copil a rassuré que les intrants seront mis à disposition des agriculteurs. La politique de méthanisation sera renforcée. Le but, c'est de finir avec l'agriculture archaïque où la tabac, le couple étaient les principaux outils. On est à l'aide de l'agriculture commerciale, de l'agriculture intensive, de l'agriculture moderne. Donc, on parle également des aménagements hydro-agricoles, la concrétisation du dualisme agriculteur-éleveur, sans souhaiter par les observateurs, devrait être réalisé désormais à toi, aussi l'entrepreneuriat agricole à travers le projet d'appui à l'insertion professionnelle et à l'entrepreneuriat agricole en cours de montage avec la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui viendra encourager, ça c'est très important, qui viendra encourager les jeunes à opter pour un secteur considéré jusqu'ici comme réservé aux pauvres et qui pourtant est porteur de richesse. Autre projet mis en œuvre, celui du renforcement de la résilience et de la gestion des risques climatiques, histoire de mieux faire face aux dérèglements climatiques que le fait ces dernières années. Le gouvernement n'oublie pas non plus la question de l'accès au marché des produits agricoles villageois seront transformés et vendus sur les marchés régionaux. Tout sera mis en œuvre pour permettre l'atteinte des objectifs escomptés. C'est vrai, on vise les chiffres, Jacques, et ceux qui doivent réaliser ces chiffres, ce sont les producteurs. Le gouvernement doit aussi songer à leur santé et surtout à leurs conditions sociales. Vous savez, il y a une phrase qui a particulièrement retenu mon attention lors de cette cérémonie de lancement officiel de la campagne agricole 2026-2027. Je cite, la performance brute ne suffit plus. Un extrait du discours du ministre Gaston Copil à travers lequel il faut sous-entendre qu'il ne suffit plus de conduire, d'augmenter les rendements ou de faire tomber tous les records si le producteur lui-même à la base n'est pas logé à la bonne enseigne, s'il n'est pas bien traité. Désormais, on veut améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs à travers notamment le mécanisme de l'assurance agricole. En clair, une protection sociale pour l'agriculteur. Vous savez, il arrive des campagnes où l'agriculteur, il investit tout, il donne tout, et peut-être les prix ne sont pas au rendez-vous. Où il y a une inondation, il y a une catastrophe naturelle qui vient tout ravager. Il y a aussi les insectes ravageurs qui viennent tous les cris. Comment il gère? Il revient à zéro, il est alerti, il n'a plus rien. Il y a désormais une assurance agricole qui permet de faire face à ce genre de situation. Que ce qui les souscrit. Je crois qu'on doit faire 2000 francs par mois. Ce n'est pas grand-chose. Et au cas où, eh bien, de telles situations surviennent, le gouvernement est là pour venir à votre secours. Il y a le Fonds national de microfinance et bien d'autres institutions de microfinance qui sont associées à cette politique-là pour permettre à l'agriculteur de ne pas se décourager lorsque des catastrophes comme ça. Hier, le président Robert Loisdin, lors de sa campagne électorale, parlait de retraite pour les agriculteurs. Et bien, au niveau du ministère de l'Agriculture, je pense déjà sur la question du ministre l'a fait savoir. La dernière fois, après plusieurs années de dialogue, il est normal que l'agriculteur obtienne cette période qui se reposer. C'est désormais dans les plans du ministère, dans les plans du gouvernement, vous savez, patienter un peu par rapport au monde agricole. C'est très pénible, ce secteur-là. Il faut cultiver, il faut emblaver des superficies, il faut produire, il faut surveiller ça aussi avec conscience agriculteur et éleveur. Parfois, c'est extrêmement compliqué. Il faut que l'agriculteur soit effectivement récompensé à sa juste valeur. Avec tous ces éléments, Jacques, on a bien envie de devenir agriculteur, hein, parce qu'une retraite assurée, une assurance pour couvrir les possibles saisons hasardeuses, des productions records, des fonds pour appuyer, accompagner la production agricole. Il vaut mieux devenir producteur agricole, Jacques. Je suis d'accord avec vous. Il faut emblaver des superficies et comme ça, ensemble, on va faire tomber les records, on va booster les rendements et bénéficier de ces politiques-là qui sont annoncées dans le secteur agricole. Pourquoi pas. Jacques, merci beaucoup. Très bonne journée à Parakou. Très bonne journée également à vous. Merci beaucoup. Retour à Cotonou. Mesdames et messieurs, je vais vous proposer tout de suite de faire une petite pause publicitaire. Juste après, on va revenir par ici pour faire le débat. Cela porte sur la démission de Paul Rompé de la tête du parti FCBE. C'est la principale actualité politique depuis hier soir
à Cotonou et vous aurez à suivre pour finir la revue de presse. Voici donc la petite pause publicitaire. Nous sommes ici à Rouegbo, dans une plantation de papaye d'environ 5 hectares. À la forme et à la taille des fruits sur les papayers, on devine déjà une récolte imminente. Et surtout, une saison relativement bien réussie. L'homme derrière ces richesses en suspension, c'est lui, Mathias. Grand agriculteur et passionné par son métier. Mathias ne fait pas que dans la culture de la papaye. Il fait un peu de tout, jusqu'aux céréales et autres produits vivriers. Mais aujourd'hui, il veut bien nous montrer tout le travail et le long processus qu'il y a derrière ces papayes dites solo, jusqu'à la revendeuse qui nous l'offre dans nos plats. Tout commence ici, une sorte de laboratoire où tout se met en place. Des pépinières sont créées à partir des pépins sélectionnés avec rigueur. Protégés et bien arrosés, de jeunes plants poussent une dizaine de jours après la mise en terre de ces pépins. Autour d'une quinzaine de jours, les plants ne sont toujours pas suffisamment grands pour être mis en terre. Pour leur offrir plus de chances de survie, l'agriculteur les transplante dans des sachets remplis de terre enrichie. C'est pour les isoler et leur offrir plus de chances de croître en ayant à disposition l'essentiel nutritif pour le bien-être. Uno hablo pépinière. Nous avons sachet, nous avons deux sachets. Nous avons nous pépinière comme voto. Nous avons sachet mais nous gandia. Nous avons comme voto ouais ou nous transféré wa sachet. Et nous avons 3 semaines mon. Nous kundo. Donc do koklomi ouais. Fianto mi do fianto dollar. Je me la j'ai pris un peu de magie. Dans ces sachets, les plants passeront une quinzaine de jours à nouveau. Soignés et bien entretenus, ils sont prêts pour aller chercher par eux-mêmes dans la terre directement les nutriments pour leur croissance. C'est le moment de la mise en terre donc. Déjà s'est écoulé environ 1 mois. Dans le champ, il faut multiplier les soins, sarcler quand les herbes poussent un peu trop, lutter contre les éventuelles agressions des insectes et autres bestioles qui peuvent compromettre la vie des plantes. Cette phase peut prendre de longs mois. Ama eu 9 mois et donc août passé août 2021 il s'en est déjà mis à dire du propos il y a des si ça y amont et ga obet qui va dire miami dit era bebo di doigt On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence.
Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. Ulrich, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour, Tanguy. On va parler ce matin de la démission de Paul Rompet, de la tête du parti FCBE. Ulrich, est-ce que vous avez vu venir le coup? Sincèrement, du tout pas. Parce que rien ne présageait de ce départ-là. Et j'avoue que dès que j'ai commencé par recevoir l'information depuis hier, je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Mais comme on le dit, on intègre une formation de son propre chef, de son propre gré, et on peut se retirer à tout moment dès qu'on sent peut-être le besoin venir ou dès qu'on ne se sent plus en odeur de sainteté avec l'idéologie que véhicule le parti. Et comme l'a dit Paul Rompet dans sa lettre que j'ai pris le temps de lire, il veut réfléchir maintenant à en quoi il serait utile pour le groupe ou pour la nation. Est-ce que c'est une manière de rouler cavalier seul pour pouvoir se retrouver dans ce qui se fait actuellement, le nouveau paysage politique qui se dessine? Je me dis, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions qu'on doit poser à Paul Rompet. Eric? Non, justement parce que d'abord au sein du parti, on n'a pas connaissance de ce qu'il y ait des tensions. Toute la période électorale, et je pense que même bien avant et comme bien après, la force querelle pour un Bénin émergent a toujours montré une certaine cohésion, même quand il est question de faire des choix difficiles. Rarement nous les avons vus s'entre-déchirer, un peu comme du côté des partis les démocrates. Donc c'est une démission qui suscite interrogation dans la mesure où il y a quand même un climat de paix et de confiance au sein du parti. Et aussi, je pense que c'est une démission qui vient jeter du discrédit sur le travail qui a été fait par le parti ces derniers mois. La campagne électorale, observez un peu quand même la façon dont cela s'est déroulé avec Paul Rompet, avec son colistier et tous les membres du parti. Ils ont proposé une offre qui a réussi à décrocher 5% quand même de l'électorat. 5%, ça ne veut pas dire 5 citoyens, 10 citoyens. C'est sans doute la taille d'une ville en termes de population dans notre pays. Et donc, quand on finit de faire tout ça et que on dépose une démission à la clé, cela interroge sur d'abord la sincérité que Paul Rompet portait dans le combat, dans l'offre qu'il proposait il y a quelques semaines en arrière aux populations. Parce que si vous allez à une bataille avec des arguments et que sur la base de vos arguments, je dirais 2 Béninois sur 10 vous font confiance, ce n'est pas rien, voyez-vous. Donc, qu'est-ce qu'il fait de ça, je dirais, de ce capital confiance que je dirais, une partie de nos concitoyens lui accorde? Qu'est-ce qu'il fait de la bonne entente qui a toujours existé au sein du parti? Quel est cet avenir qu'il va rechercher? Quelle est cette réflexion qu'il pense pouvoir mener aujourd'hui, qui soit vraiment différent de tout le travail qu'il a fait jusqu'à la date d'aujourd'hui? Donc, on n'a pas vu venir, c'est assez étonnant. Et quand vous lisez un peu aussi les réactions au sein de l'opinion, pour certains, c'est que cela vient justifier le fait que Paul Rompet était en mission. Donc, on a le sentiment que la mission, elle est terminée. Donc, bon, voilà, l'ouvrier doit pouvoir rendre le tablier. Donc, voyez-vous, je pense que même s'il avait des raisons évidentes, le contexte ne s'y prêtait pas du tout, mais alors pas du tout. Et il n'avait pas à se précipiter aussi à déposer cette démission pendant que nous sommes même encore en train d'aller vers l'investiture du président qui est élu. Aussi, ce n'est pas parce que on n'a pas gagné une élection que on n'a plus d'avenir.
que cela suppose que, en tant qu'individu, en tant qu'humain, on devrait remettre en cause, je dirais, le parcours qu'on a eu jusqu'à la date d'aujourd'hui. Parce que s'il y a quelques semaines en arrière, son avenir, sa détermination, je dirais, son ambition, c'était de diriger le Bénin de la proclamation officielle des résultats à la date où il déposait sa démission. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Qu'est-ce qui a véritablement changé? Loris, qu'est-ce qui peut véritablement amener Paul Rompé à dire, bon, je dépose le tablier? La toute première raison qui paraît la plus évidente, c'est peut-être qu'il veut se retirer d'une certaine manière de la classe politique, être beaucoup plus citoyen et suivre la politique de façon passive. Ça, c'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que dans tout parti politique, et j'irai plus loin en disant dans tout regroupement d'humains, il y a toujours des bisbilles, il y a toujours de petites querelles. Et certainement, nous en avons eu vent de quelques petites querelles avant même les élections présidentielles que nous avons vues passer tout récemment. Mais ce ne sont pas des querelles de nature à véritablement fragiliser de façon officielle le parti. Donc ça veut dire que quelque part, soit Paul Rompé est en train de vouloir se séparer du parti FCBE pour pouvoir se repositionner sur l'échiquier politique national où aujourd'hui tout est en pleine reconstruction. Vous avez vu, aujourd'hui tout le monde va à la rivière, tout le monde va, et le mot d'ordre c'est tout le monde dans les rangs. On entend ça de plus en plus. Est-ce que Paul Rompé est en train de quitter le parti FCBE pour mieux se positionner et se On l'avait toujours soupçonné d'être dans les rangs, mais de façon masquée. Voilà. Jusqu'à présent, c'est de façon officieuse. Parce qu'il n'a jamais dit, personne ne peut prouver jusqu'à présent que Paul Rompé a toujours été aux ordres. Absolument personne. Avancez les preuves. Donc il n'y en a pas. Ça veut dire que chacun peut opiner, chacun peut imaginer, chacun peut interpréter, chacun peut dire ce qu'il pense, comprendre de cette posture de Paul Rompé, mais est-ce que l'on peut donner des preuves? Donc avançons, disons les choses avec des preuves. Donc j'estime que, est-ce que ce n'est pas une manière de quitter le parti FCBE, la BAC FCBE, qui officiellement a été toujours chanté comme le parti de l'opposition, même si certains lui refusent cette légitimité-là. Donc, se positionner, se mettre de côté pour pouvoir mieux se positionner et aller vers la rivière comme tout le monde, c'est-à-dire se mettre dans les rangs. Ou encore, ça peut être une manière, la dernière hypothèse, ça peut être une manière de dire, j'ai assez fait mon temps, je veux maintenant laisser les jeunes ou d'autres personnes, d'autres cadres très techniques qui sont également dans le parti prendre la relève, parce qu'il l'a bien dit, parce que dans sa lettre, on ne lit pas un malaise. On ne sent pas un malaise. Parce qu'il a dit... Il n'y a même pas de mobile qui justifie. Exactement. Dans la lettre, il n'y a pas de raison. Il dit, nous avons travaillé pendant plus de 6 ans, et pendant plus de 6 ans. Donc ça veut dire qu'il dit, nous avons connu des hauts et des bas, c'est vrai. Ça, c'est inhérent à toute association humaine. Non, le plus important, est-ce qu'il n'est pas en train de laisser maintenant d'autres cadres essayer, faire leurs preuves aussi. Peut-être qu'un jour, la FCBE va trouver le chemin pour aller à la magistrature suprême. On ne le sait jamais. Donc, le plus important, il y a 3 hypothèses là qui se présentent, dans laquelle se retrouve Paul Rompé, bien malin qu'il soit. Quel bilan peut-on faire de Paul Rompé, de sa gestion du parti FCBE, Eric? Il a réussi à garder une certaine cohésion. Ce n'est pas facile. Quand vous interrogez les chefs de parti, ils vous diront que nous avons passé tout le temps à gérer des crises. Je pense que lui, il a réussi à avoir la confiance de ses pairs et qui a fait que le parti a été géré sans grande crise, sans tension. C'est un acquis pour lui. C'est d'ailleurs pour ça que la démission étonne, parce que on ne peut pas être président d'un parti où vous n'avez pas la pression des uns et des autres pour démissionner de cette façon. C'est vrai que aussi, oui, le bilan, c'est qu'avec Paul Rompé, il a réussi à faire participer le parti à des élections. On a dit qu'un parti politique existe pour participer à une compétition électorale et animer la vie politique. Nous avons d'autres partis dans ce pays qui n'ont pas eu cette chance, cette capacité à manœuvrer pour être au rendez-vous électoraux. Paul Rompé l'a réussi. La manière, ça c'est notre débat, mais toujours est-il que quand on a parlé de l'élection présidentielle, en tant que parti, est-ce que la force que répond Bénin-Émergent y était? Oui, ils y étaient avec une vision, avec une ambition, avec une offre politique, voyez-vous. Donc, pour lui,
c'est pour avoir conduit le parti justement à ces consultations électorales, je pense que c'est un bon bilan pour lui. Ensuite, quand je reviens à la question de la démission, vous savez, c'est vrai qu'il y a une forte tentation aujourd'hui à voir nos acteurs politiques, notamment de l'opposition, ou ceux qui ne confessaient pas, je dirais, un sentiment d'amour à la gouvernance qui est en place, à rejoindre le rang, un peu comme l'a dit Ulrich Gabbard. Il paraît même que ce n'est plus le rang maintenant, hein, c'est devenu un secte. Et donc voilà. Après, est-ce que même cette tendance à observer cela, si cela se généralisait, est-ce que c'est vraiment ce qui est aussi bien? Et moi, je voudrais en appeler aussi je dirais, à une certaine remise en question du sujet, pour qu'on puisse quand même nous servir justement autre chose que de voir tout le monde voilà, dans cette dynamique-là. Oui. Je pense fondamentalement que si Paul Rompay dit qu'il veut disposer du temps pour réfléchir, c'est qu'il y a une décision qui nous sera servie peut-être d'ici quelques semaines, parce que le temps de la réflexion finira tôt ou tard un jour. Déjà parlant de ces performances, qu'ils vous souviennent que lorsque Boni a quitté la BAC FCBE, beaucoup ont prédit la mort subite de la force pour un Bénin émergent. Il a tenu la BAC pendant tout ce temps. Et il a même, à un moment donné, montré que... beaucoup sont partis. Beaucoup sont partis, mais est-ce que le parti est tombé? Le pouvoir de couverture du parti s'est rétréci au fil. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais est-ce que le parti est tombé? Je ne pense pas. La preuve, pendant que justement la plupart du pouvoir qui a été retiré à la force que répond Bénin émergent s'est retrouvé dans le parti Les Démocrates, lui, il a trouvé... On peut, à tort ou à raison, estimer que c'est un copinage incestueux, mais il a trouvé la formule pour aller aux élections. Pendant que la grosse force qui s'est retirée de la FCBE pour les démocrates dans ce temps n'a pas pu participer à certaines élections. Déjà, je peux reconnaître une chose, l'homme est un stratège. Peu importe, chez lui, c'est un peu la logique de Spinoza, c'est-à-dire tout ce qui est permis est possible. Donc, après, tout ce qui est possible est permis du moins. Donc, il estime que s'il y a possibilité, même s'il n'a pas la possibilité, même si lui-même personnellement, à partir de son parti, n'a pas les coups de franche pour avoir le parrainage, et s'il est possible d'aller faire le salam alek ou utiliser des méthodes, peut-être, en tout cas, c'est toujours républicain, parce que la procédure était là, donc faire la procédure qu'il faut pour avoir les parrainages, il l'a fait. Pendant que la grosse force dont vous parlez, qui est partie du côté du Parti des démocrates, n'a pas pu participer à 2 élections sur 3 élections. Mais Paul Rompay a participé aux 3 élections. On peut reconnaître le fait que ce parti n'a pas un ancrage politique sérieux, parce que quand on voit le quota, les résultats des législatives, des communales et de la présidentielle, on sait à peu près ce que représente ce parti sur l'échiquier national. Pas plus de 5%. Parce qu'on a eu 3% quelque part, on a eu 4% quelque part, on a eu 5% quelque part. On connaît la valeur politique nationale du parti FCBE. Donc cela revient à dire que on peut l'étiqueter de tout ce qu'on veut, mais quelque part, reconnaissons que c'est un stratège politique. Il aurait eu peut-être un bel ancrage sur le plan national, que vous verrez que l'élection présidentielle aurait été encore plus dense. Donc, c'est pour vous faire comprendre que l'homme en lui-même a fait un travail. Est-ce que à un moment donné, ils ont travaillé au fond sur l'ancrage, sur le maillage du territoire national? C'est là qu'ils ont failli. Par contre, parce qu'on n'a pas senti le parti FCBE partout. On a vu certaines régions qui sont acquises à la cause du secrétaire général lui-même, mais au fond, on n'a pas vu un ancrage national réel. Donc, je pense qu'il a tenu le parti. Il a fait preuve de stratégie à des endroits au moment où le parti ne pouvait même pas participer aux élections. Et enfin, il est allé aux élections, contrairement à certaines personnes qui ne sont pas allées aux élections. Donc j'estime que quelque part, il a fait son chemin. On peut lui reprocher certaines choses. Sa stratégie peut être étiquetée de copinage incestueux si possible. Et à quoi peut-on s'attendre maintenant qu'il a démissionné, Eric? Il va se donner un repos, sans doute, parce que pour réfléchir, il faut se reposer. Non, pour être plus sérieux, je pense que l'homme va se plonger dans un silence, dans une absence de la scène politique pendant un moment.
le temps que ça réfléchisse. En dehors des périodes d'élection, il était silencieux. Hein. Je ne sais pas si c'était un homme très actif. On l'a quand même vu, il a fait quand même quelques sorties. En dehors des périodes électorales. Quelques déclarations, quelques communiqués aussi, signés de son nom. Quelques timides communiqués. Communiqués quand même, signés de son nom. Et donc, quand il aura achevé sa réflexion, il nous dira véritablement ce qu'il pense de son avenir et ce qu'il veut véritablement faire en tant qu'acteur politique. Parce que quand on participe à une élection présidentielle, même après l'élection présidentielle, il y a quand même cette image qui reste dans l'esprit des concitoyens. On le reconnaît en tant que candidat. Ce n'est pas quelque chose. Donc, ce poids, cette responsabilité, qu'est-ce qu'il va en faire, voyez-vous? Donc, je pense que c'est peut-être bien pour lui de faire ce retour, ce repli, justement, pour décider de ce qu'il fera de la suite. Mais une fois encore, moi, je pense que son avenir, tel qu'il l'interroge, ne peut pas se dessiner véritablement ailleurs mieux que sa formation politique. Moi, j'estime que ce n'est pas la première fois qu'on voit un candidat à la présidentielle se retirer. On l'a vu avec Lionel Zissou. Juste après les élections, on l'a vu partir. Zissou n'est pas un acteur politique. Non, il n'était même pas membre actif. Reconnaissez qu'il n'est pas membre d'un parti politique. Reconnaissez qu'il a été porté par un parti politique. Reconnaissez ça. Donc, déjà, là, quand il est parti, on a vu, d'ailleurs, même sur ce plateau, certains l'ont décrié en estimant que, mais attends, donc, à peine il échoue aux élections et puis il repart. On a vu même un candidat qui n'est même pas encore parti aux élections, qui a démissionné. On a vu Agbodo dans ce pays, qui n'est même pas encore allé aux élections, qui a démissionné. Donc, j'estime que entrer dans un parti politique, on le fait de son propre gré. En ressorti, on le fait de son propre gré. Maintenant, son avenir politique, c'est lui qui va nous définir la ligne. Soit il fait une retraite politique, ou il reste un peu en marge, passif par rapport à la politique. Soit il va quelque part réfléchir, voir s'il va rejoindre le rang ou le cercle sauf le cercle. Mais essentiellement, soyez sûr que vous n'êtes pas prêt d'enterrer Paul Ronquet sur l'échiquier politique. Je suis certain qu'il va répondre d'une certaine manière. On n'est pas des croque-morts politiques. Il n'a pas un contrat avec nous. S'il veut mourir, il va mourir politiquement. S'il veut ressusciter, il va ressusciter politiquement. S'il veut survivre, il va survivre politiquement. Ça, c'est son destin à lui et il est le seul à l'assumer. Deux, trois choses à retenir. Je retiens, moi, que c'est compliqué d'être de l'opposition, en tout cas sous Patrice Talon. Quand on n'a pas démissionné, on est très éprouvé par sa propre formation politique. Je pensais à Eric Rondeté, je pensais à Boni Yaïm, qui ont démissionné déjà avant Paul Ronquet. Ouais. Je constate que même au niveau de l'opposition modérée, on peut aussi... Effectivement, la liste est longue là. La liste est très longue. Démissionner. Et puis, c'est, pour finir, c'est surtout la titraille de fraternité qui m'intéresse ce matin. Après avoir validé le processus électoral d'avril, Paul Ronquet quitte le FCBE pour mieux servir la nation. Et quand il dit la nation, Fraternité a pensé à quelque chose de précis. De cet acte de démission découle une question légitime. Quel sera le prochain point de chute de Paul Ronquet? Avec la mise en place annoncée du Sénat, plusieurs personnalités devraient être appelées à siéger au sein de cette institution et celles-ci doivent avoir une neutralité politique. Son appartenance à la FCBE serait donc inconciliable avec son siège au Sénat au regard de son expérience et de son parcours. L'ancien patron des FCBE apparaît donc comme un profil crédible pour intégrer ce cercle en griffe. D'abord, même cette phrase qui est dans son communiqué pour mieux servir la nation, c'est à croire que la responsabilité qu'il avait à la tête c'était pour servir son beau-père natal. Justement, c'est parfois vous avez foi, je me dis, est-ce que nos acteurs politiques mesurent parfois les déclarations, voilà, franchement, on ne se comprend pas. Moi, j'ai pas envie de critiquer cela, mais ça n'a pas de sens. Bon, maintenant, c'est la critique. Même si il envisage finir sa carrière dans cette institution, bon, il peut l'exprimer librement. Il n'a pas à nous mettre cette phrase dans son communiqué. Paul Ronquet est libre de choisir ses phrases et ses mots. Il veut démissionner, il démissionne en fonction de ses mots. On lui rappelle gentiment que tout président du parti qu'il était, il servait bien. On lui rappelle gentiment que tout président du parti...
on lui rappelle tout gentiment que tout président de parti qu'il était, il servait de la nation. C'est ça. Merci beaucoup à vous, cher. On attend mais il n'est pas neutre. Il n'était pas neutre. Hein? Son parti répond à l'opposition. Donc il n'est pas neutre. Je suis sûr il faut un acteur même politique si demain, qui est neutre. Si demain on fait la mise en place, de cette institution, Paul Roumboué sera plus reconnu. On va se voir à partir de lundi prochain. À toutes et à tous, bonjour. Coup de théâtre au parti Force Kori pour un Bénin émergent. Le secrétaire exécutif national, candidat malheureux à la présidentielle du 12 avril, a officiellement rendu le tablier ce mardi 28 avril 2026. Rapporte Fraternité. Après plus de 6 années passées à diriger la formation politique, Paul Roumboué a décidé de se retirer. Dans une lettre adressée au premier secrétaire exécutif national adjoint, le leader politique de l'opposition évoque un besoin de recul. J'ai décidé de me retirer afin de réfléchir à ce à quoi je serai utile au groupe et à la nation. Écrit-il. Si cette démission intervient dans un contexte marqué par les récentes débâcles électorales et des réflexions internes au parti, le quotidien s'interroge sur la prochaine destination du désormais ex-secrétaire exécutif national de la FCBE en évoquant le Sénat. Plusieurs personnalités devraient être appelées à siéger au sein de cette institution et celles-ci doivent avoir une neutralité politique, fait remarquer Fraternité, qui précise que l'appartenance de Paul Roumboué à la FCBE serait inconciliable avec son siège au Sénat. En ce qui concerne le vainqueur de la présidentielle du 12 avril, Romuald Wadani, le matinal pointe qu'il a effectué mardi 28 avril 2026 avec le président Patrice Talon une visite d'évaluation des chantiers de réhabilitation des couvents de la ville de Ouidah. Le couvent Mamidan de Tolibé, l'arène culturelle Djegbadi, le complexe hôtelier Marina, le couvent Sakpata, le couvent Sohoué, le musée international de la mémoire de l'esclavage, ainsi que le temple du Python royal, ont constitué les principales étapes de cette tournée. Cette démarche s'inscrit, selon le Canard, dans le cadre du programme Route des couvents vaudous, initiative visant à valoriser les lieux de culte et à les intégrer dans une offre touristique moderne et structurée. Et parallèlement à ces déplacements conjoints avec le chef de l'État, Patrice Talon, le Soleil Bénin Info nous souffle que le président élu, Romuald Wadani, s'active pour la construction de son futur appareil de gouvernance. En coulisses, les consultations se multiplient. Acteurs politiques au cadre de l'administration, technocrates et personnalités issues de divers horizons sont sollicités dans une dynamique d'ouverture maîtrisée. L'ambition est de mettre en place une équipe solide, compétente et capable de répondre avec rigueur aux défis économiques, sociaux et institutionnels du pays. Pendant ce temps, on continue de célébrer la victoire du ministre d'État à travers les remerciements. En effet, le jeune leader politique de la 8e circonscription électorale, Bilal Yakoubou, a exprimé à travers une lettre ouverte rendue publique sa profonde gratitude aux populations de Parakou et des communes environnantes pour leur mobilisation exceptionnelle en faveur du candidat Romuald Wadani. L'information est relayée par plusieurs journaux, dont La Boussole, qui indique que le jeune leader politique salue un vote massif qu'il considère comme une preuve de fidélité politique et d'attachement aux idéaux de progrès, de continuité et de développement. Il a également mis en relief la vision du chef de l'État sortant qu'il présente comme l'artisan des grandes réformes ayant transformé le Bénin ces dernières années avant de lancer un appel à l'unité et à la mobilisation autour du président élu. Sur le plan commercial, l'Association des producteurs de ciment du Bénin réagit aux spéculations qui s'observent sur le marché relativement au prix de ce produit de grande nécessité, rapporte l'événement précis. Dans un communiqué, l'association affirme qu'aucune augmentation n'a été opérée
au niveau des unités de production à ce jour et précise que le prix du ciment reste et demeure inchangé. Elle souligne par ailleurs que toutes les usines sont pleinement opérationnelles. Contrairement à certaines rumeurs, aucune unité de production n'est actuellement en maintenance et l'approvisionnement du marché se poursuit normalement, rassure le communiqué qui appelle les distributeurs au strict respect des prix en vigueur sur toute l'étendue du territoire national. Terminons, mesdames et messieurs, par le télégramme et des nouvelles de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le quotidien nous apprend que l'institution judiciaire a examiné lundi 27 avril 2026 le dossier d'un jeune homme accusé d'avoir filmé ses voisines depuis leur douche. Selon les éléments d'enquête, le poteau rose a été découvert lorsque le mis en cause, la vingtaine, a passé son ordinateur portable sur lequel les vidéos ont été stockées à un ami. Ce dernier, après avoir découvert l'acte répréhensible, a informé les voisines qui ont saisi la justice. Arrêté puis placé sous mandat de dépôt, le jeune homme a reconnu les faits à la barre. Il est poursuivi pour harcèlement par le biais d'un système électronique. Son dossier est renvoyé au 15 juin 2026, précise le quotidien. Fin de la revue de presse de ce mercredi 29 avril 2026.